La terre de l'Éternel est-elle condamnée au conflit éternel? Faut-il un nouveau déluge pour éteindre la pluie de sang, de cendres et de larmes qui arrose à nouveau ce coin de terre sainte, Palestine, Israël? Et en fait d'eau, seule la haine semble encore actuellement monter chez ces deux peuples traumatisés, renvoyés face à face pour peur contre douleur. D'un côté, les Palestiniens de Gaza, 30 000 morts et 70 000 blessés selon le dernier bilan du Hamas, parmi lesquels une grande majorité de femmes et d'enfants. Et du côté israélien, le trauma du 7 octobre, ces 1200 personnes exécutées par les terroristes du Hamas et quelques 140 otages toujours détenus dans la bande de Gaza. Alors à l'étranger, on s'excite, on manifeste, on implore, on déclame, on voue des anathèmes, on se frotte les mains, on se les lave aussi. Mais c'est le noir, pour l'instant, qui pointe à l'horizon. Israël-Palestine, un conflit sans issue. Eh bien, on en parle ce soir dans Le Point. Bienvenue à toutes et tous sur l'Aimant Bleu. Et le plaisir de recevoir autour de cette table et en duplex de Paris, Meyer Habib. Vous êtes un homme politique franco-israélien, élu député apparenté Les Républicains dans la 8e circonscription des Français établis hors de France. Vous êtes en Israël un proche de l'actuel Premier ministre Benjamin Netanyahou. Sylvain Thévaux, vous êtes socialiste, député au Grand Conseil genevois et coprésident de la section Ville de Genève et du PS. Philippe Val, notre éditorialiste maison, ancien directeur de Charlie Hebdo et de France Inter. Et enfin, Ricardo Bocco, vous êtes professeur émérite d'anthropologie et de sociologie au Graduate Institute de Genève. Vous travaillez depuis plus de 35 ans sur le conflit israélo-palestinien. Vous avez d'ailleurs vécu dans cette région ainsi qu'en Jordanie et vous réfléchissez actuellement à l'élaboration d'une solution à un État fédéral, un rêve, une utopie, une réalité prochaine. On en reparlera au cours de cette émission. Bienvenue à tous. Et tout de suite, on revient à l'annonce faite lundi par Joe Biden d'une trêve prochaine entre Israël et le Hamas qui pourrait permettre un ramadan sans combat et surtout l'acheminement de convois humanitaires en masse dans la bande de Gaza et la libération d'une quarantaine d'otages israéliens contre 400 prisonniers palestiniens. Meyer Habib, est-ce fake news ou réalité? Écoutez, ça, c'est plutôt aux dirigeants israéliens à qui il faudrait poser cette question. Ce que je sais, mais j'en ai discuté avec le Premier ministre Netanyahou ce week-end, il y a des négociations sont en cours pour essayer de faire un échange contre des otages, en particulier des femmes qui sont entre les mains de ces barbares. C'est des femmes qui sont violées, qui ont été violées, dans un silence assourdissant des nations. Et il est possible qu'il y ait une trêve contre un échange entre deux otages, des femmes, des enfants, des hommes, des civils, aussi quelques soldats, contre des criminels, des assassins qui ont massacré, tué, qui ont du sang sur les mains. Mais bon, c'est aux Israéliens et par l'intermédiaire, je crois, un petit peu du Qatar, de voir s'ils vont aller plus loin ou pas. Ce qui est certain, c'est que il semblerait qu'il pourrait avoir après une trêve. Mais ma conviction, c'est que, quoi qu'il arrive, pour bien connaître les dirigeants israéliens et les Israéliens en général et le Premier ministre, ce sera une trêve. Le Hamas, ce ne sera pas un arrêt de la guerre. Le Hamas doit être détruit, pour le bien d'ailleurs, entre parenthèses, du peuple palestinien, et pour, évidemment, parce que un arrêt comme ça des combats, ça voudrait dire une victoire du Hamas, si le Hamas était encore aux affaires. 18 des 24 brigades du Hamas ont été détruites. Je sais que les Israéliens sont déterminés à tous les détruire. Ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est des crimes contre l'humanité. Israël est en état de légitime défense, elle se défend. C'est très compliqué parce qu'il y a des civils en plein milieu et la perte de civils est toujours une tragédie, y compris pour les Israéliens. Les Israéliens envoient des tracts et essayent en fait de prévenir avant de bombarder. Il y a toujours, hélas, des pertes collatérales, y compris parfois des populations civiles innocentes, même si jamais les civils de Gaza étaient extrêmement, hélas, actifs au-delà du Hamas dans les meurtres. On a vu des vidéos. Alors on va revenir là-dessus, Monsieur Habib. J'aimerais juste faire réagir Monsieur Bocco justement sur la fiabilité de cette trêve, parce que les Américains parlent, et la nuance est de taille, parlent de cessez-le-feu. En Israël, comme l'a dit Monsieur Habib, on parle plutôt d'une trêve. Vous y croyez, vous, à ce cessez-le-feu ou trêve? Qu'est-ce que vous pensez de ces annonces? Je pense qu'en ce moment, M. Netanyahou est plutôt en train de négocier avec l'extrême droite de son gouvernement, à savoir
M. Smotrich, Itamar Ben-Gvir, Israël Katz, qui, eux, ne veulent pas d'arrêt des hostilités. Maintenant, Netanyahou, pour le moment, a joué à faire Monsieur Non. C'est-à-dire, il continue à dire aux États-Unis non, 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 non. Pour ensuite, éventuellement, accepter une trêve. Alors, la question de la trêve pendant le mois de Ramadan est aussi un peu loufoque, si vous me permettez, parce que après avoir affamé, fait jeûner les Palestiniens pendant 4 mois, dans le mois du Ramadan, qui est le mois du jeûne, on va leur envoyer à manger. Ça, c'est pas mal. Mais on mange la nuit quand même. Pardon? On mange la nuit. Oui, mais maintenant, ils ne mangent même pas la nuit. Donc, c'est assez intéressant. Mais ce que je veux dire par là, c'est que du point de vue de Netanyahou, son problème est celui de rester aux commandes. Et donc, il joue un équilibre précaire et fragile. Mais bon, M. Netanyahou est un maître de l'équilibre. Donc, on va voir ce qui se passera. Tout est possible. Philippe Val, ici on s'excite beaucoup aux États-Unis. Joe Biden fait des grands discours. Il a encore traité cette semaine Benjamin Netanyahou de trou du cul. On sait que les Américains pourraient arrêter cette guerre en 3 jours. Pourquoi ne le font-ils pas? Ils ne pourraient pas l'arrêter en 3 jours parce que c'est ce qu'ils disent, hein, c'est que pour acheminer les munitions en suffisance, Israël a besoin des Américains parce qu'ils n'ont pas de stock. Oui, bien sûr. Non, mais ils ne peuvent pas pour des tas de raisons, des raisons historiques. Enfin, c'est des raisons politiques, des raisons historiques, et puis des raisons. On ne peut pas laisser le seul État, même si ça va faire bondir ce que je vais dire là, le seul État démocratique du Moyen-Orient périr. C'est impossible. La survie de l'État d'Israël est une nécessité politique, est une nécessité géopolitique et aussi une nécessité éthique ou morale, si ces mots veulent encore dire quelque chose. Évidemment, la guerre qui se produit est une horreur parce qu'il y a beaucoup de civils, mais il n'y a que des civils dans la bande de Gaza. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des gens qui sont habillés en militaires qui peuvent faire des cibles, et puis la population. Le Hamas est mêlé à la population. Ils sont indiscernables, et en plus le Hamas se sert de boucliers humains régulièrement, ce qui fait des pertes civiles massives, et même des agences de l'ONU, et Guterres lui-même, qui n'est pas suspect de sympathie vers l'État d'Israël, a dénoncé les boucliers humains qu'utilise le Hamas. Donc les pertes civiles sont inéluctables. Il s'est passé quelque chose le 7 octobre qui a déclenché cette barbarie, mais après ces affaires du 7 octobre, c'est cette date historique qui restera dans l'histoire de l'humanité, je pense, et il le faut. Il est impossible d'imaginer qu'il n'y ait pas une réaction qui soit certes terrifiante, mais indispensable. On ne peut pas laisser prospérer ça. Il va falloir... Comment faire? Alors, je ne suis pas en train d'accréditer, de dire que Netanyahou a raison, que sa politique est bonne. Je pense qu'il a fait des erreurs monumentales, notamment avant le 7 octobre. Et depuis, la situation est ingérable pour qui que ce soit. La pire des choses qui arrivent aux Palestiniens aujourd'hui, c'est qu'ils sont... Quand on entend les slogans de la rivière à la mer, ils sont défendus par des gens qui ne connaissent rien. Oui, alors ça, on y viendra. Mais sur la question justement de Netanyahou, parce qu'on a l'impression aujourd'hui que Netanyahou, c'est lui tout seul qui mène cette guerre, Sylvain Thévault, et que les Israéliens ne sont pas derrière lui. Est-ce que ça, c'est quelque chose, c'est aussi un mythe en Occident? On se berce de bonnes pensées en s'imaginant que Netanyahou est seul à la tête de ce front et puis qui va partir comme par miracle. Il a un soutien assez massif de la population. On l'a vu récemment avec les élections municipales, ce week-end, je crois, notamment. Mais il y a des forces de contestation au sein d'Israël et même dans les forces armées israéliennes, Breaking the Silence, des voix contestatrices qu'il faut soutenir. Après, dire que c'est un État démocratique, non, je pense que M. Val a raison de dire que ça va nous faire réagir parce que quel est l'État qui, depuis 1948, sa création, n'a respecté quasiment aucune résolution de l'ONU? Israël. Quel est l'État qui, par rapport à la ligne verte de 1967, a construit un mur dont seulement 20% respectent cette séparation? Quel est l'État qui, depuis 1967, et M. Bocco complétera, la liste elle est longue, a enfermé 1 million de Palestiniens, parfois pour
des raisons purement administratives, sans jugement, et des mineurs. Donc la liste, elle est massive, et là, on culmine avec la guerre actuelle contre Gaza dans l'horreur, avec ce qui ressemble à un génocide, ce qui est en tout cas une cumulation de crimes de guerre. Et laissez-moi finir, je vous ai écouté avec beaucoup d'attention, Monsieur Val, vous avez raison. Votre prétention de dire Israël est un État démocratique fait réagir. Et il faut poser l'enjeu, il faut discuter quel est cet État démocratique. Monsieur Netanyahou, qui est élu depuis bientôt 25 ans, avec des faucons, des colons, qui colonisent des terres, c'est ça l'État démocratique d'Israël? C'est l'État qui a servi une population, tue et va continuer de tuer dans les jours qui viennent des enfants, des femmes, plus de 50%, 60%, 70% de gens tués et les accule, les pousse au sud et maintenant bombarde le sud à Rafah. Ça, c'est pas un État démocratique. Et là, le danger, je finis avec ça, excusez-moi messieurs, c'est de dire c'est l'État démocratique, c'est la civilisation contre la barbarie, donc on va se coller à Israël et on va le défendre à tout prix. Non, il faut que l'Europe, il faut que les États démocratiques, la France, Monsieur Val est français, il sait la grandeur de la France, se distinguent de ce qui n'est plus une démocratie, si elle l'a été un jour, qui est un État terroriste, et qui a des méthodes terroristes. Et là, on doit le dire haut et fort en Europe et dans le monde. Et le monde le dit, à part quelques pays qui sont collés aux États-Unis, à Israël, qui est effroyablement isolé et qui court un péril... Vous avez voyagé là-bas? Oui, je suis allé plusieurs fois. Et qui court un péril mortel. Et on voit la fuite en avant. On voit la fuite en avant de Netanyahou et d'Israël vers quelque chose qui va être une catastrophe terrible pour Israël d'abord. Alors, monsieur Habib, je vous fais réagir tout de suite, mais j'aimerais qu'on écoute, parce que de toute façon, trêve ou pas trêve, Benjamin Netanyahou a averti que de toute façon, il irait à Rafah. On l'écoute et je vous fais réagir ensuite. Écoute, cette séquence, c'était il y a quelques jours, en conférence de presse. Même si on parvient à un accord avec le Hamas, et ça ne semble pas si proche, mais même si nous y parvenons, nous entrerons dans Rafah. Il n'y a pas d'autre solution pour la victoire absolue. Il faut éliminer ces bataillons à Rafah, et nous le ferons. La question, monsieur Habib, que j'ai envie de vous poser, c'est pour quel résultat aujourd'hui, justement, Tsahal, il n'y a pas eu de chefs de guerre, beaucoup de chefs de guerre qui ont été tués. Les principaux, Daesh, Sinwar, sont toujours apparemment en vie. Et en revanche, il y a beaucoup, effectivement, de destruction. Quelles sont les vraies victoires aujourd'hui que Tsahal, et pour quel but, quels sont les buts encore poursuivis pour Tsahal, qui a ramené beaucoup d'otages non plus? 18 des 28 bataillons du Hamas ont été détruits. Le président Macron a dit que ça prendrait 10 ans, ça prendra moins d'un an, dans quelques mois, ils seront totalement détruits. Le monde s'est tué entre 39 et 45, on a tué 6 millions de juifs. En 47, 48, contrairement à ce que dit votre invité sur le plateau, il n'y avait pas ce qu'il appelle des colonies d'implantation juive. Il n'y en avait pas non plus en 56. Israël est sorti jusqu'au dernier centimètre carré de la bande de Gaza. Shimon Peres voulait faire des camps de paix. Ils ont cassé des synagogues, détruit des synagogues, des écoles, des habitations, transféré des cimetières. Pourquoi? Ils parlent de démocratie avec pas de, je crois que depuis 2005, pas d'élection dans l'autorité palestinienne. Ils ont mis à la place le Hamas qui gère aujourd'hui la bande de Gaza. Quel silence à travers le monde. En Israël, on peut être pour ou contre Netanyahou. On peut voter. Il a eu une immense victoire hier à l'élection municipale, mais à la Knesset aussi, où il y a eu 99, c'est unique sur 120 députés de droite, de gauche, qui ont approuvé son plan. Pas d'État palestinien unilatéral. Le problème, c'est qu'ils ne veulent pas un État à côté d'Israël. C'est à l'heure, monsieur Habib, d'imaginer... Pardon, juste cette précision. Ils veulent un État à la place d'Israël. Ils veulent détruire l'État d'Israël. Ils veulent un État palestinien en Jordanie, un État palestinien à la place d'Israël, un État palestinien à Gaza. Judenrein, un juif aujourd'hui ne peut pas aller dans des territoires palestiniens sans être tué. Il y a 2,5 millions qui vivent d'Arabes musulmans, d'origine palestinienne pour beaucoup, qui vivent librement dans l'intérieur de l'État d'Israël. Ils votent à la Knesset, ils ont des représentants à la Knesset. C'est ça un État démocratique. Il y a des gens qui critiquent Benjamin Netanyahou, qui sont dans la rue, il y en a qui le soutiennent. Mais ça s'appelle une démocratie. Mais pour beaucoup, les gens veulent la destruction du seul et unique État juif. On a 52 États musulmans. On a un seul État juif qui est le rempart en Europe. Monsieur Valls, Val, qui est sur votre plateau, a eu ses collègues qui ont été tués. Pourquoi Charlie Hebdo, c'était dans une colonie, Paris, c'était une colonie, Nice, c'était une colonie, Madrid, c'est une colonie, Vienne, c'est une colonie. C'est l'islam radical qui tue, qui égorge, qui massacre où il veut. C'est ça les djihadistes, c'est ça les islamistes qui oppressent le peuple palestinien. Alors ouvrez les yeux. Mais alors avec la tchatch, qui est celle de votre invité sur le plateau, il va nous expliquer qu'Israël
Israël n'est pas un État démocratique. Israël est un magnifique État démocratique. Et le seul État juif où ils vivent 2 millions avec des droits égaux de Palestiniens, de chrétiens, de musulmans, de Kurdes. Mais aujourd'hui, j'aurais aimé cette vindicte contre l'Iran qui est en train de massacrer son peuple, contre le Yémen, contre la Chine qui, parfois avec le souci qu'on a avec les Ouïghours, au Congo, etc., etc. Non, une seule et unique obsession, le minuscule État juif, 24 000 km² autour des millions de kilomètres carrés arabes, mais c'est sans doute un État de trop pour vos invités qui sont sur le plateau. Oui. Ça ne règle pas effectivement la question du Hamas qui aujourd'hui opprime même les Gazaouis. Il y avait juste un sondage, avant de vous laisser la parole, il y avait un sondage qui est apparu le 6 octobre, juste avant justement les attentats du 7 octobre, qui a été fait dans la bande de Gaza pour montrer que 2/3 des Palestiniens, des habitants de la bande de Gaza, ne voulaient ni de l'oppression israélienne, ni justement du Hamas. Donc qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui avec le Hamas? Vous permettez d'abord que j'intervienne à propos de ce qui a été dit sur la démocratie israélienne. Alors, Israël est clairement une démocratie pour ses citoyens juifs. Maintenant, il est important de se rappeler que, Israël n'a pas une constitution, mais elle a une loi organique. Et dans la 13e révision de la loi organique de l'été 2018, il y a 3 éléments très importants. Le premier est que seuls les citoyens juifs ont le droit de nationalité. Les citoyens non juifs ont un droit de citoyenneté, ce qui veut dire qu'ils peuvent avoir un passeport pour voyager et, deuxième chose, ils peuvent voter. Deuxième chose, point très important, c'est la judéisation du territoire israélien comme acte patriotique. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que les Palestiniens ou les Arabes, parce qu'il n'y a pas de Kurdes, mais il y a plutôt des Druzes parmi la population arabe, il y a aussi des Circassiens, mais pas de Kurdes. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que les populations arabes n'ont pas le droit de choisir le lieu où ils veulent résider, n'ont pas le droit d'acheter des terres. D'ailleurs, l'entrée au gouvernement de M. Ben-Gvir comme ministre de la Sécurité publique a consacré la création d'un bataillon israélien que M. Ben-Gvir souhaitait pour contrôler davantage la population palestinienne et judéiser le territoire. Troisième élément important dans la belle démocratie israélienne, c'est que jusqu'en 2018, l'arabe a été une langue nationale. Elle ne l'est plus depuis 2018. Enfin, la liste des discriminations à l'égard des citoyens palestiniens est longue comme un bras. Monsieur Habib, il y a des citoyens de seconde zone en Israël, oui, comme les Arabes ou les chrétiens. Madame, les seuls citoyens de seconde zone, ce sont les Juifs qui se perdent dans les territoires palestiniens, qui sont massacrés ou extraits. Moi, j'étais au Technion, j'ai fait l'école polytechnique israélienne. Tous les étudiants arabes, il y avait de la discrimination positive pour qu'ils puissent rentrer beaucoup plus facilement, beaucoup plus que les Olim Hadashim et beaucoup plus que les Israéliens. Ils ne sont pas obligés de faire 3 ans d'armée. On a des magnifiques soldats musulmans, et dont certains sont morts pour la défense de l'État d'Israël tout récemment. Israël est un État minuscule, hélas, 2 départements français ennemis, 24 000 km², mais encore une fois, sans doute c'est beaucoup trop pour certains. Parmi cet océan d'États musulmans et d'États arabes dont ils ne veulent même pas prendre, Israël essaye, quand bien se mal, Israël va détruire le Hamas. Il n'a pas le choix. C'est pas une vengeance, c'est la justice. Le fait de tuer des femmes. Est-ce que vous avez vu ces vidéos de femmes violées 1 fois, 2 fois, 3 fois, 8 fois, elles sont vivantes, avant d'être tuées devant leur famille et être assassinées? C'est ça le Hamas. Est-ce que vous avez vu cette population avide de sang qui est rentrée le jour le plus sacré du judaïsme, le jour de Kippour, est massacré? Monsieur Habib, aujourd'hui, Israël va tuer... Il y a un sondage récent qui vient de sortir pour montrer que les Israéliens majoritairement ne croyaient pas dans la victoire totale. Eh bien, écoutez, vous verrez qu'il y aura une victoire totale.
un sondage reste un sondage. Vous savez le nombre de sondages qu'on nous a sortis sur le fait que Netanyahou n'allait pas durer 2 mois, que les tunnels, on ne saurait pas lutter contre les tunnels, qu'on ne saurait pas libérer des otages, qu'on ne saurait pas battre le Hamas, etc. Israël est un État qui n'a pas le choix, qui gagnera cette guerre, qui détruira le Hamas au prix immense, puisque ces soldats, aujourd'hui, là, c'est plus normal, tombent tous les jours, et les soldats, la conscription est totale, c'est-à-dire que toutes les personnes sont soldats. Mais Israël va gagner cette guerre, et c'est encore une fois, c'est important pour la Suisse aussi, c'est important pour la France, c'est important pour l'Europe, c'est important pour le monde libre. Encore une fois, ce monde qui s'est tué pendant 5 ans, lorsqu'on a tué, massacré 6 millions de juifs. Vous avez pris trop l'habitude de voir les juifs en pyjama rayés rentrer dans des fours, à la queue leu aller. Aujourd'hui, ce temps-là est terminé. Aujourd'hui, l'État juif a une armée qui s'appelle Tsahal. Ils ont un uniforme vert olive qui s'appelle l'uniforme de Tsahal. Et aujourd'hui, c'est sûr que ce qui s'est passé, c'est une tragédie immense. C'est un pogrom comme on n'en avait pas vu depuis Kishinev, même Kishinev au carré. Ça correspond à peu près à 60 Bataclan ou à plusieurs 11 septembre à l'échelon d'Israël. Mais Israël aujourd'hui a une armée qui est le certificat d'assurance vie, non seulement de l'État d'Israël, mais de tous les peuples juifs. C'est pour ça que vous voyez ces masses aujourd'hui en France d'amis d'Israël, pas simplement juifs, qui viennent soutenir aujourd'hui le seul État juif parce que c'est un État moral, c'est un État démocratique qui va faire justice et qui va détruire une armée islamiste, djihadiste qui est pire que Daesh. Je vais juste vous rappeler, madame, et je terminerai. Attendez, monsieur Habib, on va faire réagir Sylvain Thévault. Monsieur Meyer Habib a parlé avec monsieur Netanyahou, il nous l'a dit, c'est son porte-parole, c'est son porte-voix, et il monopole la discussion, il a une certaine conception du débat. Et là, il nous hurle dans les oreilles. C'est peut-être une conception du débat qu'on n'a pas ici en Suisse, peut-être en Israël, peut-être ailleurs. Il est député français aussi. Il est aussi député, peu importe. Si on est ici pour chercher des solutions, chercher des pistes de solutions, attendez, il faut faire taire monsieur Meyer Habib parce qu'on aura de la peine à les construire. Depuis le début, son discours est un discours de stigmatisation, on a entendu barbare, assassin, qui replie toute la situation actuelle sur la menace islamiste contre Israël. Israël, État assiégé, on connaît la logique, on connaît la justification, et l'accusation d'antisémitisme, si on critique, si on questionne la politique actuelle, est l'extermination de populations civiles actuellement à Gaza. Bien sûr, ce qui s'est passé le 7 octobre est atroce, est condamnable, a été condamné, mais on ne peut pas s'arrêter sur ce segment-là et éviter d'avoir une réflexion plus large. Et j'irai plus loin, je dirais, M. Meyer Habib est à lui seul un agent de l'antisémitisme. Quelqu'un qui vous écoute, M. Habib, se dit on ne peut pas critiquer, on ne peut pas discuter sans quasiment être taxé d'antisémite. Et ça, ce n'est pas acceptable. Et cela ne permet pas d'ouvrir sur le débat. Ce qui est en train de se passer à Gaza, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a... Attendez, on va juste... Et juste sur le Hamas. Sur le drame humanitaire qui se passe... Attendez, Monsieur Habib. Monsieur Habib, on va parler justement parce qu'il y a une grande émotion aussi en Occident, parce qu'effectivement, on voit des gens... On a ces récits de gens, on en a assez peu, mais quand même, de médecins qui reviennent justement de Gaza, les agences humanitaires qui se sont réunies cette semaine à Genève pour dire qu'il n'y avait pas, justement, qu'elles étaient à court de mots pour décrire la souffrance dans la bande de Gaza. Elles accusent l'armée de cibler délibérément les civils. Et ça, justement, ça émeut énormément la population. Oui. Comment est-ce qu'on qualifie ce qui est en train de se passer aujourd'hui à Gaza ? Certains diront crime de guerre, massacre, pré-génocide, génocide, je pense que ce n'est pas ça le plus important. L'important, c'est qu'on assassine et des civils meurent et qu'on ne résoudra pas un crime de sang, si c'est celui du 7 octobre, par d'autres crimes de sang. Et la logique guerrière de M. Habib, elle mène nulle part. Dire on va les buter jusqu'au dernier, comme Poutine disait des Tchétchènes et comme Netanyahou dit aujourd'hui, ça ne résoudra rien. Nous faire croire que les bataillons du Hamas sont en train d'être disparus et d'être assassinés, c'est à prouver. Et si c'est prouvable, pour chaque enfant assassiné, vous en avez 10 derrière qui rejoignent les rangs. Donc la folie guerrière en route, elle ne résout rien, elle ne résoudra rien. Elle se fait sur le dos des peuples et on cherche une autre issue. Et moi, j'aimerais bien entendre aussi M. Val, qui s'est peu exprimé là-dessus. Mais quels sont finalement les freins qu'on met à cette tuerie généralisée ? On ne va pas opposer le 7 octobre à ce qui est en train d'arriver maintenant. Et comment on sort de cet engrenage criminel morbide en laissant M. Habib et ses pro-Likoud, ses chiens de guerre, monopoliser le discours et faire croire que c'est la seule solution. Premièrement, je pense que
quand on regarde l'histoire depuis le début, il y avait 20% du territoire pour les Juifs et 80% pour les Palestiniens. Aucun accord n'a réussi, pratiquement en un siècle maintenant, à être passé à chaque fois. Laissez-moi. À chaque fois, laissez-moi. Ça a capoté. Il y a des responsabilités. Partout, certes, mais quand même, il y a un vrai problème. On ne voulait pas de Juifs dans cette région pendant longtemps. Ça a été quand même une espèce de passion antisémite qui s'est développée dans la région. Ensuite, ensuite, le problème des Palestiniens qui sont dans une situation dramatique, leur principal problème, je pense que ce n'est pas tant l'État d'Israël que ceux qui soutiennent les Palestiniens. Les Palestiniens sont des gens qu'on ignore, on ne sait rien de leur vie, de leur destin, même peut-être de leur lieu géographique, de leur vie. Mais en revanche, on en a fait un symbole pour concentrer, par exemple dans les pays arabes, défendre les Palestiniens. Ça permet au pouvoir de rester en place. Des pouvoirs corrompus, des dictatures. En Iran, ça soude. Dans les pays du Maghreb, ça soude la cause palestinienne. Chez les Houthis qui n'en ont rien à foutre des Palestiniens, ils font la guerre dans la mer Rouge pour reprendre du pouvoir au Yémen, où ils avaient perdu de l'audience parce que la cause palestinienne est populaire. Les Palestiniens sont... Et chez nous, par exemple, la France insoumise, ils se servent de la cause palestinienne pour avoir des voix dans les banlieues. C'est un outil de démagogie et ces soutiens internationaux de gens qui sont corrompus, des gens qui n'en ont rien à foutre, qui sont finalement des gens qui savent peut-être même pas placer la Palestine sur une carte, c'est le drame des Palestiniens. Parce que ça a encouragé une classe politique palestinienne corrompue à garder le pouvoir et à se sentir soutenue par des intellectuels, par des universitaires qui au fond n'en ont rien à foutre et ont fait une cause politique qui n'a rien à voir avec la cause des Palestiniens. C'est un des drames de la Palestine. C'est un des drames de la Palestine. Alors je sors tous mes sondages, mais il y a des sondages qui ont été faits aussi récemment dans les universités américaines. Attendez, laissez-moi finir ma question, qui montrent justement que beaucoup d'étudiants ne savent même pas placer Israël ou la Palestine sur une carte et sont à scander des slogans Free Palestine, justement From the River to the Sea, de la rivière du Jourdain à la mer, qui sont d'ailleurs des slogans qu'on peut interroger parce que qu'est-ce que ça signifie ça, est-ce que c'est pas des slogans génocidaires aussi? Justement, qu'est-ce qui fait que la cause palestinienne rassemble des gens qui sont la plupart du temps indifférents à ce qui se passe au Moyen-Orient, ce qui se passe dans le monde et ce qui se passe même en Europe d'ailleurs? Absolument. Écoutez, pour la question du slogan From the River to the Sea, les premiers à l'avoir utilisé, ce n'est pas les Palestiniens. C'est les sionistes quand ils sont arrivés en Palestine. Parce que, juste par rapport à ce que vous disiez, vous savez, il y avait des populations juives qui vivaient en Palestine avant les émigrations des Ashkénazes juifs d'Europe. Oui. Et, non, comment oui? C'est-à-dire, il y a un problème de taille, monsieur. C'est que les Ashkénazes, qui sont ceux qui ont développé le sionisme politique, avaient un projet qui était celui de vider la Palestine de ses habitants arabes. Pourquoi? Parce que le projet sioniste politique de droite, pas celui d'un certain sionisme comme Albert Einstein, Hannah Arendt et les autres, qui, eux, se posaient la question de leur droit à occuper une terre ou habiter des Arabes. Les autres, de Vladimir Jabotinsky jusqu'à aujourd'hui, eh bien, c'est ce que l'on appelle en anglais le settler colonialism, qui a été appliqué en Amérique du Nord à l'égard des Indiens d'Amérique du Nord, en Australie à l'égard des Aborigènes, en Nouvelle-Zélande à l'égard des Maoris. C'est-à-dire, le colonisateur doit remplacer l'indigène. Donc, c'est cette logique qui mine la démocratie israélienne, qui mine tout projet de coexistence. Et lorsque vous regardez à ce que la présence juive est... Non, mais... sur cette terre... Je suis en train de parler. OK. Est-ce que je peux dire un mot, madame? Attendez. On laisse finir M. Bocco et je vous promets, je vous redonne la parole. Donc, chacun son tour. Oui, soyez gentil. Soyez gentil. Bon, pour revenir à votre question plus large,
effectivement, contrairement aux opinions de M. Habib ou de M. Val, je pense qu'à ce moment, nous courons un risque majeur. C'est-à-dire que la non-application du droit international est en train de rallier plein de pays du Sud, ce qu'on appelle le Sud global, qui n'avaient pas nécessairement un intérêt ou des rapports avec la Palestine. Mais la Palestine devient un symbole pour ces États où l'on voit que l'ordre mondial établi après la Deuxième Guerre mondiale par l'Europe de l'Ouest et les États-Unis est en train de s'effriter, puisqu'il y a 2 poids et 2 mesures. Et donc, une grande partie des pays du Sud global, aujourd'hui, pays qui ont souffert la colonisation des pays s'identifient donc avec la lutte des Palestiniens. La petite guerre à Gaza est en train de déclencher des problèmes énormes, puisqu'à ce moment-là, les Russes et les Chinois pourront s'amuser à reconquérir Taïwan, etc. Et si les Occidentaux osent leur dire le droit international, mais ils riront jusqu'au... Enfin, bon, bref. C'est un formidable levier pour détester les Occidentaux, Meyer Habib, justement, la guerre qui est en train de se passer. Et j'écoute tellement de folie, c'est tellement compliqué pour moi, parce que je suis loin, parce qu'on peut pas, c'est pas un réel débat lorsqu'on est par Zoom comme ça. On dira simplement à monsieur que le grand Israël, non, ce n'est pas de la rivière au Jourdain, c'est les 2 rives du Jourdain. Shtegedot la Yarden en hébreu. C'est ça ce que disait Jabotinsky. Et je vous rappelle que s'il veut parler au niveau historique, la déclaration Balfour prévoyait un foyer national juif sur la Palestine mandataire, c'est-à-dire sur les 2 rives du Jourdain. En 1923, après, il y a eu un cadeau de l'émir Abdallah, à l'émir Abdallah de Winston Churchill, le ministre des colonies, qui a coupé en 4 et qui a fait 80% la tranche qu'on appelle la Transjordanie et les 20% curés de la rive ouest du Jourdain. Et il y a eu un deuxième après, les accords Peel, Saint-Rémy, c'est très compliqué de rentrer. Et Israël a accepté un minuscule État qui était à peine 15% de la Palestine historique, mais ça c'était déjà un État de trop. Maintenant, pour revenir au fond, lorsque nous, coalition française, étant intervenus à Raqqa ou à Mossoul, il y a eu 17 000 morts de la population civile. Lorsqu'on va commémorer les 80 années de la libération par les Américains et les Alliés de l'Europe, du joug nazi, on a eu des centaines de milliers de morts à Dresde, à Berlin, à Boulogne, pas loin de l'Assemblée nationale, en Normandie, etc. Hélas, la guerre, il y a toujours des morts. Mais c'est la guerre, c'est pour ça qu'il faut qu'il y en ait le moins possible. Et pour le bien du peuple palestinien, il faut éliminer le Hamas. Israël a signé les accords d'Oslo. Israël a signé les accords de Camp David. Et Israël, et c'est important de le rappeler, Laetitia Guinan, ce qu'on a voulu tuer aujourd'hui, c'est le processus de paix des accords d'Abraham. Imaginez-vous, le Premier ministre israélien devait aller au Maroc, invité par le roi du Maroc. Il y a eu des accords avec les Émirats, il y avait des accords avec Dubaï, et il y avait des accords en gestation avec d'autres pays arabes. Il y en a peut-être un qui allait signer avec l'Arabie saoudite. Un immense pays arabe où il y a la Mecque accessoirement. Et c'est ça qu'ils ont voulu tuer. Et toutes ces populations arabes n'ont pas parlé du problème palestinien parce qu'ils savent aujourd'hui qu'ils ont une direction qui est totalement corrompue depuis des années, qui a eu des milliards de milliards et qu'ils les utilisent pour creuser des tunnels. L'éducation, tout est dans l'éducation des enfants. Regardez les livres d'écoles palestiniens où on apprend le meurtre du juif en permanence. On ne dit pas israélien, on dit juif. Ce que j'ai entendu dans ces massacres, pas une fois le mot israélien, c'est le mot juif, Ekbah Lioud, c'est ce qu'ils ont dit en 48, c'est ce qu'ils ont dit en 67, c'est ce qu'ils se disent jusqu'à aujourd'hui, égorge le juif, Ekbah, égorge. C'est ça aujourd'hui. Alors c'est vrai, les juifs peuvent partir, ils peuvent aller, certains vont dire en Ouganda, au Birobidjan ou ailleurs. Non, ça fait 2000 ans que le peuple juif pleure pour retourner sur sa terre ancestrale, dans sa capitale ancestrale Jérusalem, qui n'a accessoirement jamais été le capital d'aucune autre nation. Et encore une fois, Israël a accepté les frontières qu'on lui a données en 48, qui étaient à Baïban, qui était j'aimerais justement demander quel est le projet. Attendez, j'aimerais demander à Sylvain Thébault, justement, quel est le projet de ceux qui scandent Free Palestine, justement, de la mer au Jourdain. C'est quoi leur projet? C'est d'éradiquer tous les Israéliens de cette terre ou pas? Certains auront peut-être différentes interprétations, mais la principale, ce sera celle d'un État confédéral
que défendent mais certains. C'est quand même très important parce que ça, c'est le slogan qu'on retrouve partout. Il y a eu un scandale ce week-end à la Berlinale qui a fait effectivement, qui a fait bondir jusque dans la coalition allemande de gauche, pas de droite, parce que notamment le site de la Berlinale a été hacké et il y avait justement les slogans Free Palestine, de la mer au Jourdain. Et ça, c'est pas tout à fait anecdotique. Quand on scande ça, on a quoi comme projet pour les Israéliens ? Je ne vais pas parler au nom de ceux qui le disent. Ma compréhension, c'est la solution à 2 États du fait d'une poursuite de la colonisation. On le sait, aujourd'hui, peu de gens y croient. L'installation des colonies juives rend la marche arrière difficile. Et donc, la perspective du vivre ensemble peut se contenir dans un grand État confédéral, avec des données à définir, mais quelque chose qui ferait tomber le mur et un vivre ensemble possible. C'est la seule voie de sortie, peut-être, de réussir à rassembler les différences. Maintenant, toute critique d'Israël n'est pas antisémite, contrairement à ce que pense M. Meyer Habib. Les voix critiques de ce gouvernement les plus dures sont juives, sont Noam Chomsky, sont Ilan Pappé, sont la minorité dont j'ai parlé. Est-ce que tout Israélien, justement, n'est pas condamnable ? Attendez, Philippe. Est-ce que tout Israélien n'est pas forcément condamnable ? L'organisation BDS, de boycott, justement, vient de boycotter, d'appeler à boycott de Standing Together of Peace, qui est une des grandes organisations, justement, de paix israélienne, qui comprend des Juifs et des Arabes. Pourquoi aller jusque-là, en disant justement qu'il faisait un écran de fumée devant le drame de Gaza. Est-ce qu'aujourd'hui, être israélien, c'est forcément être condamnable aux yeux de ceux qui défendent les Palestiniens ? Non, je l'ai dit plusieurs fois, il y a des voix israéliennes très fortes qui s'opposent à la tuerie et au génocide ou pré-génocide en cours. Il y a des voix israéliennes et juives très fortes qui s'opposent à cette politique d'apartheid que mène Israël depuis des années. Mais il y a un appel de la population civile palestinienne, parce que c'est eux qui manquent peut-être au débat, aussi des gens qui diraient nous, comme Palestiniens, depuis 2004, qui appellent le monde au secours, de dire on est sous la botte de la domination, on n'est pas ces barbares que caricature M. Habib, on n'est pas, nous, l'histoire de 48 et d'avant, on ne l'a pas connue, on est des jeunes de 16 ans, de 20 ans, on veut vivre, on veut que ces murs tombent, on veut vivre en paix, parce qu'il y en a un grand nombre dans la population palestinienne, pour y être allé plusieurs fois dans les territoires occupés, qui demandent que ça, de pouvoir vivre en paix et vivre même pas en liberté, mais sereinement. Et eux, en 2004, lancent cet appel du BDS, je viens à votre question, boycott des investissements, sanctions, de dire en gros, on a besoin du monde pour finalement faire payer à l'État d'Israël, et pas aux individus, le prix de cette colonisation et de cette poursuite d'une politique d'apartheid, comme on l'a fait avec l'Afrique du Sud et comme on le fait avec la Russie d'aujourd'hui. Alors les parallèles hasardeux, je les laisse à M. Habib qui les adore. Laissez-moi terminer, je serai bref, 30 secondes. Poutine aurait fait le 1 millième de ce qui se déroule à Gaza, on aurait hurlé, on aurait boycotté, on aurait sanctionné. M. Macron appelle maintenant peut-être à envoyer des troupes françaises en Ukraine. Mais regardez le 2 poids 2 mesures dont parlait M. Bocco. M. Poutine a agressé l'Ukraine d'une manière effroyable. Et là, Israël est en train d'acculer une population civile et de la massacrer. Et personne ne bouge. Et il n'y a pas de sanctions, il n'y a pas de boycott, il n'y a pas de désinvestissement avec Israël. L'Ukraine n'a pas attaqué la Russie. L'Ukraine n'a pas attaqué la Russie. Mais la Palestine n'a pas attaqué Israël. Le Hamas a attaqué Israël. Groupe terroriste. Mais est-ce que vous répondez à une attaque terroriste ? Le groupe terroriste qui dirige en tuant une population civile. Parce que la question, elle est la proportionnalité, M. Val. La proportionnalité, M. Val. Vous ne pouvez pas dire on nous a attaqué, on éradique 100 000 personnes. Vous avez dit on ne peut pas critiquer Israël. Oui, effectivement, on ne peut pas critiquer Israël. On doit critiquer la politique d'Israël, éventuellement, mais l'État d'Israël, non. Parce que précisément, c'est la nouvelle forme de l'antisémitisme. L'antisémitisme est devenu un antisémitisme géopolitique. Je ne dis pas que la politique d'Israël soit toujours bonne. Je ne dis pas qu'ils ont toujours raison. Il y a des oppositions, il y a des erreurs, il y a tout ce que vous voulez. Il y a énormément de choses à critiquer, comme dans toutes les démocraties. Mais vous ne pouvez pas critiquer l'État, l'existence de cet État d'Israël. Or, c'est ça qui est contesté depuis 1948, et c'est ça qui est insupportable, et c'est le recyclage du vieil antisémitisme, c'est un antisémitisme géopolitique. Pourquoi vous vous intéressez tant à ça ? C'est très intéressant, mais pourquoi vous vous désintéressez du reste du monde ? Votre obsession, c'est Israël-Palestine. Il y a des musulmans qui se font tuer partout dans le monde, vous n'en avez rien à foutre, ils n'ont pas le bon ennemi. Le bon ennemi,
l'ennemi, c'est l'Israélien. Si l'ennemi est israélien, alors là, c'est des martyrs. Les autres, on s'en fout. Donc ça veut dire quelque chose, cette obsession d'Israël. Elle sent mauvais, cette obsession, parce qu'elle déchaîne des passions qui sont, à mon avis, absolument délétère. Et ça répand même en Europe quelque chose qui ne va pas. Non, parce que cette façon d'en parler est hallucinante. Cette passion autour de l'État d'Israël, elle est tout à fait louche, permettez-moi de le dire. Parce que il y a tellement d'autres conflits dans le monde, il n'y a que celui-ci qui vous intéresse et qui monopolise vos travaux intellectuels, vos travaux universitaires, vos travaux politiques. Mais bien sûr que si. Lisez nos journaux, même intellectuels ou de haut niveau, soi-disant comme Le Monde aujourd'hui. Le 7 octobre est complètement effacé. Il n'y a pas eu de 7 octobre. On n'en parle plus jamais. Ça n'a pas existé. Comme si ce qui se passe aujourd'hui n'était pas une réponse. Après qu'on pose la pertinence de la réponse, je veux bien. Mais c'est une réponse à quelque chose d'abominable. Que vous pouvez pas imaginer le nombre de gens qui, en Israël, ont des amis, des frères, des enfants, des cousins, des personnes qui ont été touchés personnellement dans leur vie. Personne le nie. Alors, justement, j'aimerais vous retourner la question aussi, Monsieur Habib. Comment est-ce qu'on... Attendez. C'est à moi. Alors, Monsieur Habib, et après je vous donne la parole, mais Monsieur Habib, comment est-ce qu'on considère justement les Palestiniens en Israël après le 7 octobre, mais même avant? Parce qu'il y a un sondage, je reviens encore pour une dernière fois avec un sondage, mais il y a un sondage qui a été fait en novembre et qui posait la question de faut-il prendre des précautions, la population israélienne, faut-il prendre des précautions pour protéger les Palestiniens de Gaza lors des interventions? Et une très grande majorité a répondu non. Parce que est-ce qu'aujourd'hui, quand on voit des Palestiniens, de Gaza notamment, on ne voit pas forcément des terroristes en puissance, en tout cas des complices des terroristes dans la population israélienne? Toute la population de Gaza n'est pas, bien évidemment, des terroristes. Il y a des enfants, il y a des femmes. La mort d'un enfant est toujours une tragédie. Mais hélas, c'est vrai que la population de civils a aussi été très, très partie prenante. Et surtout, c'est ça qui est dramatique, c'est qu'il n'y a plus de conflit territorial à Gaza. C'est qu'ils auraient pu, avec les milliards, faire un Singapour du Moyen-Orient. Alors qu'en Judée, Samarie, certains contestent des territoires. C'est pour ça qu'il y a eu les accords d'Oslo. Les Israéliens étaient prêts à se couper un bras pour essayer d'arriver à la paix. Les Israéliens rêvent tous de la paix. Après, il y a des moyens d'y arriver. Même Benjamin Netanyahou souhaite la paix. Il a perdu son frère lors d'une libération d'otages, justement. On pourrait, entre parenthèses, avoir un cessez-le-feu immédiat, madame. Demain, vous savez comment? On libère les otages. Il y a 140 otages, dont 3 Français, dont des femmes qui sont actuellement à 30 mètres sous terre. Je vous garantis, mais vous libérez, je vous garantis que demain il y a une libération de tous les otages, la guerre s'arrête immédiatement. Je ne dis pas que les gars du Hamas ne seront pas éliminés parce qu'ils devront payer comme à Munich, à moyen, court ou long terme. Ils ont commis des atrocités, des barbaries. Mais j'ai été sur place à 5 reprises. J'ai vu au-delà des films. Je peux vous envoyer des films qui sont irregardables, de drames qui sont passés le 7 octobre. Mais malgré ça, on est obligé d'essayer de voir demain. On est amené à vivre avec les populations palestiniennes. Les populations en Israël sont imbriquées les unes avec les autres. Il y a 2 millions. C'est quoi le projet justement demain pour Gaza et pour toute la Palestine? Le projet fort, c'est d'accepter le vivre ensemble. Les Juifs sont prêts ils le prouvent. Pourquoi 2 États, un État? Madame, aujourd'hui, n'en déplaise à vos invités qui sont sur le plateau, il y a 2,5 millions de musulmans, d'arabes, chrétiens qui vivent, de druzes, de bédouins, etc. en Israël, qui vivent totalement. Et je vous garantis que moi, j'ai connu jeune, on allait à Jéricho, on allait dans la bande de Gaza, on allait à Djenit, partout, c'était libre. Depuis la guerre tout récemment, depuis les accords d'Oslo, ça s'est dégradé parce que les populations ont compris. C'est vrai ce que disait Monsieur Val tout à l'heure. C'est la haine d'Israël, mais la haine du juif, c'est l'aphrodisiaque des populations arabes à travers le monde. C'est leur ciment partout. On ne sait même pas ce que c'est le juif, Israël, y compris avec l'extrême gauche immonde en France, l'extrême gauche antisémite qui a remplacé l'extrême droite. Moi, le combat de ma vie, ça a été l'extrême droite nazie dans ma jeunesse, etc. Aujourd'hui, c'est remplacé par cette extrême gauche qui est avide de la disparition d'un minuscule État qui s'appelle l'État d'Israël.
Donc, juste pour revenir sur la question de demain, que vous aviez commencé à détailler, demain c'est quoi justement? C'est quoi? C'est 2 États? C'est un État? C'est une communauté palestinienne englobée dans l'État d'Israël actuel? Je vais vous donner mon sentiment personnel. Une confédération, si jamais vous voulez un État palestinien en la Judée et Samarie, il n'y en aura pas parce qu'ils n'auront pas d'armée, pas de tanks, pas d'avions, etc. Par contre, on peut parfaitement imaginer, dans un État de paix, une confédération avec jordano-palestinienne, puisque 80% de la population jordanienne et palestinienne, sur lesquels il est hors de question de déplacer qui que ce soit. Ceux qui vivent actuellement où ils vivent, en Judée et en Samarie, restent où ils ont. Mais si jamais il y a la paix, il y a des relations économiques, on vit les uns avec les autres, on s'accepte, on va manger les uns avec les autres. Judée, Samarie, monsieur Meyer Habib, aujourd'hui, dans le langage contemporain. Mais vraiment, il y a un point qui est fondamental, c'est l'extension des frères musulmans, la tequia, l'islam radical qui arrive partout en Europe et qui défigure l'islam modéré en ce moment, mais qui défigure aussi nos civilisations, parce qu'ils veulent convertir massivement. Ce n'est pas une question de territoire, on est dans une guerre de civilisation. C'est mon intime conviction, mais c'est aussi la conviction de beaucoup d'amis d'Israël, de beaucoup de Français qui me le disent. Je reçois des centaines de lettres en disant « on vous comprend ». J'ai le style qui est le mien, la passion qui est la mienne, parce que je vis ce qui se vit là-bas avec une certaine émotion et passion lorsqu'on a vu ce que j'ai vu. Mais on peut arriver à la paix. Et on devait arriver à la paix. Et on a voulu tuer. L'Iran, aujourd'hui, est un danger mondial. Ils sont en train de développer une bombe islamique nucléaire et ils vont s'en servir. Alors, sur le présent et sur cette solution, de demain, peut-être pour les Palestiniens. Attendez. Une paix avec l'Arabie Saoudite. Non, mais peut-être M. Bocco également. Je vais faire réagir M. Bocco. Justement, une confédération avec la Jordanie. Oui, c'est le plan de 1971 qui avait été enterré 3 fois. Mais maintenant, non, écoutez, avec tout mon respect, mais c'est magnifique cette émission parce que j'ai jamais entendu en 50 minutes autant de contre-vérités qui vont dans tous les sens. Monsieur Habib... Alors vous en choisissez 2, et puis vous les démontez. Oui, il considère que la Bible est une sorte d'attestation de propriété cadastrale. Hein? Comme si la Bible permet de dire on revient chez nous. Bon, c'est intéressant, non? Pas plus le Coran à Jérusalem. Chut. Oui, ensuite... chut. Ben si, je suis en train pas de plus parler. Le Coran du à respect, Jérusalem. Monsieur Val. Juste une petite incise. Alors, deuxième chose, les propos de M. Val sont absolument passionnants. Je ne sais pas combien de fois, ou si jamais vous avez été à Gaza, en Cisjordanie, en Israël. Bon, juste pour clarifier d'où je parle, je ne suis ni juif, ni musulman, je ne suis ni palestinien, ni israélien, je suis européen. Et je m'attendais à que vous parliez d'intellectuels islamo-gauchistes comme il est maintenant à la mode en France. Mais vous savez pourquoi, depuis plus de 30 ans, je m'intéresse à la question israélo-palestinienne. Je m'y intéresse en tant qu'Européen, puisque l'Europe a une responsabilité énorme dans le conflit israélo-palestinien qui dure depuis bientôt un siècle. L'Europe a décidé de fermer les yeux sur la Nakba de 1948 par un sens de culpabilité à l'égard de la monstruosité de la Shoah. Et donc, en 1948, la même année de la Déclaration des droits de l'homme, eh bien, c'est des Arabes, on ne voit pas tellement tout ça. Mais on reste fidèle à notre sens de culpabilité. Jusqu'aujourd'hui, ça suffit de regarder ce qui se passe en Allemagne. Mais ça les arrangeait même, ça les arrangeait même d'expulser les Juifs qui rentraient des camps en Palestine plutôt que de les avoir. Non, c'est pas que ça les Il y a même eu encore des pogroms en Pologne après la Deuxième Guerre mondiale et les gens ont dû partir. C'est plus que ça, madame. C'est-à-dire que le problème, ce que l'on a appelé la question juive, qui est un mauvais terme, commence à la fin du 19e. Quand il y a entre 2 et 3 millions de Juifs qui se baladent en Europe, et c'est seulement en 1903 que, lors du 5e congrès sioniste mondial, on décide que c'est la Palestine le lieu pour le retour. Hein? Et donc, à ce moment-là, l'Europe a un problème de comment gérer
Ok, mais sur maintenant, est-ce qu'on a une chance, je vous demanderai à tous d'être brefs, est-ce qu'on a une chance de voir une solution émerger dans les mois qui viennent, une solution justement qui soit pas à la défaveur complète des Palestiniens et qui soit pour la sécurité des Israéliens et des Palestiniens? Monsieur Bocco, puisque vous êtes le spécialiste, et puis après je vous demanderai à Monsieur Habib. Je ne prétends pas avoir une étiquette de spécialiste, mais disons, j'ai travaillé ces derniers 7 mois sur la question de la solution à un État, puisque au cours des 25 dernières années, nombre de think tanks, rapidement, parce qu'il faut que les autres puissent parler encore. Oui, mais bon. Oui, mais rapidement, vous pouvez nous résumer votre projet. On proposait 3 modèles sur un État. L'État unique et démocratique, avec des droits égaux pour tous les citoyens. 2, un État binational qui remonte à la tradition d'un sioniste non politique, Martin Buber, qui en 1946 écrit un livre qui s'appelle L'État binational. Oui, et ensuite, l'État fédéral. Fédéral. Un État fédéral permettrait de redessiner avec des cantons une carte des communautés religieuses, ethniques, appelez-les comme vous voulez, dans des cantons mixtes, uniques, enfin ce qu'on veut. Hein. Dans une fédération, il y a un État fédéral et il y a des cantons qui ont des prérogatives à eux. C'est-à-dire, les impôts qu'on paye sont dépensés par le canton sur ces projets. Donc, la question clé est la suivante. Comment peut-on garantir la sécurité des Juifs par rapport à ce que l'on appelait l'État juif, qui est symboliquement le lieu pour tous les Juifs du monde dans le cas d'un deuxième génocide. Okay? Très bien. Je pense fondamentalement... Parce que là, vraiment, il faut qu'on conclue. Et puis, il y a encore M. Thévault et M. Habib. Fondamentalement, très rapidement. Que la meilleure sécurité pour les Israéliens leur sera donnée par les Palestiniens, qui peuvent devenir leurs partenaires dans un projet de coexistence. Dans un seul État. Pour cela, dans un seul État fédéral, mais pour cela, il faut qu'il y ait une volonté politique ça, et sûr. une participation populaire. On va demander à M. Habib justement ce qu'il en pense. Oui. M. Thévault. L'urgence absolue, elle est de demander un cessez-le-feu et d'arrêter le massacre en cours. Évidemment. On n'est pas en train, comme dit M. Habib, de craindre que les Juifs soient expulsés en Ouganda ou que sais-je. On est en train d'assister à une population entière, plus de 2 millions d'habitants, qui risquent littéralement de mourir de faim, voire d'être expulsés en Égypte. Donc M. Habib a complètement renversé les données du débat. Aujourd'hui, il faut que les États européens, que les populations se mobilisent. C'est le cas en Europe. Il y a des manifestations régulières, mais il faut qu'elles montent en puissance pour arrêter ça, faire reculer cette entreprise de colonie qui, depuis 1948, se poursuit, depuis la création de l'État d'Israël, 7 ans. Et il faut absolument déjà contenir cela avant de parler d'une paix possible. Le plan de négociation, il est invisible. On n'a jamais vu un État, comme le fait aujourd'hui le gouvernement Netanyahou, se lancer sans même nous dire ce sera quoi après. Ils n'en savent rien. Il y a une machine folle qui est en train de broyer des gens. Il faut arrêter ça à tout prix, être très clair là-dessus. Et sur les prétentions de dire « Ah, cette guerre a commencé le 7 octobre, elle se terminera avec la libération des otages », mais laissez nourrir. C'est un épisode important, très important, c'est peut-être la deuxième Nakba, mais dans quelque chose qui dure depuis très longtemps et va se poursuivre. Donc il n'y aura pas de fin de guerre, même si les otages sont libérés au prix de massacres qui sont absolument effroyables, au prix d'une violation de conventions, et notamment les conventions de Genève, et d'une non-proportionnalité de la réponse. On n'est plus dans la défense, on est dans le massacre, le crime de guerre. Donc il faut arrêter cette machine folle, et après, avec des gens de bonne volonté, avec des gens, des chercheurs qui ont des données scientifiques et pas des propagandistes, pouvoir éventuellement, et avec les peuples palestiniens et le peuple israélien, construire quelque chose qui peut ressembler à un avenir. Mais on est loin, loin, loin de cela aujourd'hui. Monsieur Habib, juste 2 mots pour conclure. 2 mots vraiment. 2 mots. On va essayer de garder espoir. Il faut que, comme avait dit un jour Golda Meir, qu'en face, qu'il y ait un peu d'amour de leurs enfants, de l'éducation de leurs enfants, d'apprendre de la cohabitation. Aujourd'hui, 99, n'en déplaise à vos invités députés de la Knesset, ont voté le plan de M. Netanyahou parce qu'il n'y a pas le choix d'aller autre part pour l'État juif, à la différence de 52 États musulmans et des dizaines d'États arabes.
Un juif, non, ne sera jamais un colon en Judée. Un juif judée, un français colon en France. Absolument impossible, ni demain ni aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que demain, il n'y aura pas des concessions territoriales lors d'un accord définitif, mais pour l'instant, à chaque fois qu'Israël a tendu la main, elle s'est fait couper la main. Elle ne veut pas se faire couper la tête, elle veut vivre dans l'État juif. Un État, c'est pas une religion, le judaïsme, c'est le retour d'un peuple sur sa terre, qui est la terre d'Israël, mais c'est au niveau... Après les votes de l'ONU, vous savez ce que j'en pense aujourd'hui de l'ONU et de l'UNRWA, on n'a pas eu réellement le temps d'en parler aujourd'hui, on aurait pu aussi beaucoup en parler. Mais je veux essayer de rester... je suis un humaniste, donc dans le fond, on est obligé de garder un espoir. Mais comme je vous ai expliqué, mon inquiétude, elle n'est pas simplement pour les Juifs, elle est aussi pour l'Europe. Elle aussi pour la civilisation démocratique et libre. On va conclure, Monsieur Meyer Habib, ça, ces arguments, vous les avez déjà donnés. Et donc, voilà, on va conclure sur cette note d'espoir. Cette note d'espoir qui, pour l'instant, qu'on ne le voit pas très bien, pour l'instant, à vrai dire. Mais malheureusement, on doit aussi conclure ce débat. Merci à vous tous. Merci à Sylvain Thévault, à Monsieur Ricardo Bocco, à Philippe Val et à vous, Monsieur Meyer Habib. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Le point en podcast, c'est à retrouver en tout temps sur notre site lémansbleu.ch. Et on vous souhaite en attendant une excellente soirée et une très bonne semaine à toutes et tous.